Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de JCN en français. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir avec nous l'un des plus grands spécialistes tricolores de la discipline du contre-la-montre. J'ai nommé Monsieur Jérôme Coppel. Grand. Je suis pas très grand en taille, talent, un des grands spécialistes, je sais pas, un des spécialistes en tout cas. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui on va voir ensemble comment progresser dans cette discipline. Donc restez, c'est parti. Alors pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, Jérôme, parce que t'es un vieux comme moi, on est de la même génération d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se connaît bien, on va faire un petit peu ton palmarès, multiple champion national de contre-la-montre. Je me souviens d'ailleurs à l'époque junior où on courait ensemble, tu m'as rafraîchi la mémoire que tu avais remporté tous les chronos des challenges nationaux. Moi j'étais toujours dans les 20 derniers pour situer. Tu étais devant sur les courses en ligne, ça compensait. Je savais pas trop faire de vélo, rouler tout seul, c'était bon. Mais... Voilà, c'était un peu ça l'esprit. T'es le dernier Français en date à avoir été sur un podium des championnats du monde de la discipline du contre-la-montre individuel. C'est à noter et ça dénote aussi malheureusement d'un manque de culture dans cette discipline. Chez nous, bien que il faut dire que ça s'est un peu amélioré les dernières années. On va commencer par le négatif et après on va passer sur les conseils. C'est quoi le constat? Pourquoi en France on n'a jamais été très très bon dans cette discipline? Alors c'est dur de trouver vraiment la raison pourquoi on n'a pas été vraiment bon, mais je pense que c'est culturel. Le chrono, faut aimer ça, c'est difficile, faut aimer se faire mal à la gueule, pardon, mais c'est l'expression. On est tout seul, voilà, on en chie. Mon père, il me disait toujours, si tu prends du plaisir sur un chrono, c'est que t'as pas été à fond. Et c'est vrai, finalement, le chrono, c'est de la souffrance tout le temps, et il y a qu'une fois qu'on passe la ligne et qu'on voit le résultat, qu'on est content ou pas. Et en fait, chez les jeunes, il y a très peu de chronos, il y a de moins en moins de chronos. Les jeunes arrivent souvent directement sur la route, ils font pas forcément de piste comme les anglo-saxons, les australiens, etc. Donc eux, ils commencent par la piste, ils font la poursuite individuelle, poursuite par équipe, etc. Et au moins, ils ont l'habitude de travailler au seuil, ce qu'on appelle au seuil. Et nous, malheureusement, chez les jeunes, on n'a pas assez de chrono. Et après, on arrive chez les pros, on a déjà du retard. Donc dans un premier temps, il faut rattraper le retard avant de pouvoir jouer devant. Et après, bien sûr, il y a toute l'histoire du matériel. Mais comme tu l'as dit, ça progresse. Les équipes françaises ont fait des progrès incroyables, que ça soit... préparation et matériel maintenant. Je pense à la Française des Jeux par exemple, puisque je suis passé par cette équipe-là. Le progrès entre l'époque où j'étais en 2008 et 2009 et maintenant, ça n'a rien à voir. Ils ont du matos incroyable. C'est pas pour rien que Stefan Küng a signé chez eux, par exemple, des spécialistes du chrono. Justement, c'est des éléments aussi comme ça qui viennent un peu de l'étranger, qui ont apporté cette culture également en France pour avoir pas mal discuté. C'est vrai que quand on parle d'aéro, je sais que Stefan Küng, il a apporté beaucoup de gains marginaux. J'ai un détail à donner, après tu donneras tes conseils parce que je pense que tu en as plein du genre. Mais dans une discussion informelle, on avait dit un jour, Stefan Küng, il nous a fait enlever les chaussettes sous les surchaussures parce qu'il y a un gain marginal d'aérodynamisme. Si vous mettez la chaussette en dessous, ça fait une petite bosse en plus et du coup c'est moins aéro. Et apparemment pour lui c'était significatif. Ils ont fait des tests en soufflerie et ça a été vérifié. Donc c'est ce genre de petits détails aussi qui vient faire la différence. Après c'est tout un engrenage, j'imagine. Exactement. Alors il y a tout l'effet aérodynamisme, donc vélo, combinaison, surchaussure, etc. Comme tu as dit. Ensuite, il y a la combinaison homme-machine, parce qu'on peut avoir un très bon vélo, mais si le coureur est mal posé, ça va rien changer. Et moi, j'ai une anecdote un peu comme toi. Quand j'étais chez YAM, on avait été à la piste à l'UCI à Aigle, et on avait un mec qui s'occupait que du chrono, comme ça. Et un jour, donc moi j'étais là-bas avec un collègue, le collègue il tourne, et à la fin il nous dit vous mettez une visière sur votre casque ou les lunettes. Alors, moi je mettais la visière, mais le collègue mettait des lunettes. Il dit, t'as quoi comme lunettes, au clé, pour pas les citer? Il dit, tu vas faire le test et je vais te montrer que les lunettes que tu utilises, elles sont pas bonnes. Donc il fait tout le protocole sur la piste, il revient, il lui dit, tu fais pareil, mais tu mets tes lunettes à l'envers. Mais je me suis dit, je parlais pas super bien anglais à l'époque, c'est toujours le cas, mais je me suis dit, j'ai pas compris, il pète un peu un plomb. Le coureur, il est parti avec ses lunettes à l'envers, donc la monture en bas comme ça. Il a fait, et en prenant le compteur, il y avait 2 watts d'écart, donc 2 watts de moins. En fait, les lunettes qui ont des montures en haut, ça nous force à lever plus la tête pour voir la route. Et du coup, on perd en aérodynamisme. C'est pour ça qu'après, au clé, on sortait des lunettes et les montures étaient juste en bas. Il n'y avait pas de monture en haut. Ça, on n'avait pas besoin de lever la tête. Alors là, bien sûr, on va chercher le gain gain marginal le plus possible. Mais c'est des petits détails et les grandes équipes, elles font tout au millimètre. N'hésitez pas, envoyez-nous toutes vos photos avec les lunettes à l'envers. J'attends que ça. Alors, on a retenu quoi de la vidéo? Comment progresser en chrono avec Jérôme Coppel? Il faut mettre les lunettes à l'envers. S'il y a les montures en haut, lunettes à l'envers. C'est 2 watts de gain. Je savais qu'il fallait t'inviter. Je savais qu'on allait découvrir des trucs, tu vois, auxquels on n'avait pas pensé. Bon, on va essayer de rentrer un peu dans le sujet. On a fait un peu le constat. C'est vrai que les équipes françaises n'ont pas
toujours été à la pointe. On se souvient, pour une dernière anecdote de l'époque où tu roulais sur un Trek maquillé en time, bon, c'est quand même bien révolu. Je croyais que tu n'allais pas le dire, ça, c'était confidentiel. C'est public, tout le monde le sait. Il y a prescription. Mais oui, il y a prescription. Maintenant, comme tu l'as dit, le matériel a bien évolué. Il y a quand même de grosses différences entre les équipes, y compris chez le World Tour. On est d'accord, que ce soit sur les vélos de route d'ailleurs ou contre la montre. Toi, tu le chiffrerais à combien d'écart ça peut être? C'est difficile à chiffrer parce que ça va dépendre de si le chrono se fait à 40 de moyenne, à 50 de moyenne, etc. Mais je trouve que l'écart, il est encore plus grand en chrono qu'en vélo de route. Les vélos de route, bien sûr, tu as dit, il y a des écarts, mais en chrono, c'est primordial. C'est comme s'il y a des équipes qui roulent avec une Ferrari et les autres avec une Fiat. Je suis désolé, mais il y a vraiment des différences de niveau comme ça. Et le chrono, c'est de la Formule 1. Alors chiffrer, c'est difficile, mais quand vous savez, parce que les coureurs, ils regardent tout ça, les études, etc. Quand vous partez au départ du chrono et que vous savez que votre vélo, il va moins vite que les autres, psychologiquement déjà, c'est dur. Moi, dernière anecdote, l'année où j'ai été champion de France, chez les pros, je gagne pour 2 secondes ou 3 secondes devant Stéphane Rossetto. Ouais. Si j'ai pas le vélo que j'avais, un Scott à l'époque chez Yam, je suis jamais champion de France. Parce que ça, c'est le vélo qui me permet de gagner les 2-3 secondes, parce que physiquement, j'étais pas super. Stéphane, on te salue. Il le sait, je lui ai déjà dit, je lui ai même dit sur le podium, le pauvre. Mais voilà, pour dire la différence que ça peut faire. C'est certain. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, on va parler déjà de l'individu. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être bon contre la montre? Alors, il faut savoir se faire mal. En fait, il faut se connaître. Moi, j'avais pas vraiment le profil du rouleur, parce que mon adversaire chez les jeunes, c'est Tony Martin, par exemple, qui avait vraiment, lui, le pur profil rouleur. Moi, j'avais pas ça, mais comme j'ai commencé par le ski de fond très tôt, j'ai été habitué très tôt à me battre contre un chrono finalement, parce qu'il faut toujours être cette ligne rouge à son seuil sans jamais trop aller de l'autre côté, parce que plus vous dépassez votre seuil, plus vous avez besoin de récupérer après, de ralentir. En fait, il faut vraiment bien se connaître et savoir que si un chrono fait 10 km, vous mettez de l'essence et vous allez à la puissance qu'il vous faut pour passer la ligne avec plus rien dans le moteur. Donc s'il fait 10 ou 50 km, c'est la même chose. Après, on ajuste un peu la puissance, mais en fait, il faut simplement se connaître. Moi, j'ai des... C'était quoi ta zone cible en contre-la-montre pour parler aux jeunes qui débutent en chrono et qui cherchent un peu à savoir combien ils peuvent tenir sur 10, 20 minutes? Ça va être à peu près... c'est ça. Maintenant, on parle beaucoup de puissance, la FTP, donc la puissance qu'on peut tenir pendant 1 heure. Mais pour connaître cette puissance, on fait un test 20 minutes. Souvent, le test 20 minutes, il nous donne la puissance. Après, moi, j'aimais bien faire un test 20 minutes en montée et un test 20 minutes sur le plat. Comme ça, s'il y avait un chrono à plat, des fois, il y a une petite différence de puissance. Je pouvais travailler avec les bonnes zones. Après, ça dépendait tout le temps de la longueur. En fait, moi, je m'embêtais pas trop avec les entraîneurs. On avait mon profil de puissance de 5 secondes à 6 heures. Et si le chrono, on estimait qu'il allait durer 20 minutes, 30 minutes ou 40 minutes, on regardait à peu près la puissance que je pouvais faire. Et ça me servait à m'étalonner au départ. Après, il faut pas tomber dans le piège et que ça nous freine, parce qu'au championnat du monde, par exemple, je savais que le chrono, on avait estimé qu'il allait se gagner autour d'1 heure, il faisait 51 km. Je connaissais ma puissance moyenne pendant 1 heure. Donc je suis parti, j'ai vu que je partais un peu trop vite, j'ai ralenti, mais très vite j'ai senti que j'étais dans un super jour et qu'il fallait plus que je regarde ça. Et si j'avais regardé que ça, j'aurais peut-être pas fait 3e, et ce jour-là j'ai battu mon record, ma FTP d'1 heure le jour du chrono. Il faut pas que ça bride non plus, mais voilà, il faut connaître son seuil. En fait, ces sensations, plus on en fait, plus cette fameuse zone rouge, on la connaît, on sent quand on passe au-dessus ou en dessous. Les vrais spécialistes d'ailleurs, ils regardent souvent le compteur pour avoir les watts quand c'est plat ou faux plat descendant. Parce que faux plat descendant, on gagne de la vitesse, on a l'impression d'aller plus vite, mais la puissance, elle chute un petit peu. Dans les montées, ils n'ont pas besoin de savoir s'ils sont au-dessus de la zone rouge ou pas, ils le sentent. Bien sûr. Qu'est-ce que tu conseillerais d'ailleurs pour travailler ça? Évidemment, il y a des choses évidentes, qu'on répète tout le temps. La meilleure façon de travailler un objectif, c'est de se rapprocher le plus de cet objectif à l'entraînement. Donc, vous voulez progresser en sprint, vous faites des sprints. Vous voulez progresser en chrono, tu vas me dire, vous faites des chronos. Mais qu'est-ce que tu conseillerais? Par exemple, rouler le plus fréquemment possible avec le vélo, des choses comme ça? Alors, c'est ça. Déjà, il faut en faire. Parce que vous avez beau aller faire une étude posturale, de la soufflerie, si vous avez les moyens, n'importe quoi, ils vont vous trouver la position optimale, mais elle n'est pas naturelle, cette position. C'est pas naturel d'avoir les coudes qui se touchent comme ça, on a l'impression qu'on peut pas respirer. Donc il faut pratiquer pour s'habituer d'abord à la position, s'habituer au vélo. On manie pas un vélo de chrono comme on manie un vélo de route, donc il faut en faire 1 fois par semaine, c'est le top, 2 fois c'est encore mieux. Et après, moi j'aimais bien avoir 1 ou 2 parcours type, un peu plus vallonné, un peu plus plat, pas forcément long, ça peut faire que 10 km ou 15 km. Et après, avant les objectifs, quand j'étais en fin de
cycle de travail, j'aimais bien aller faire ce parcours à bloc. Et alors avec les sensations, je savais à peu près si j'étais bien ou pas bien. Mais après, tu as une validation chiffrée. Parce que des fois, les sensations sont pas super. Puis à la fin de ton tour de 10 kills, tu dis, ah tiens, finalement, j'ai été 1 seconde plus vite qu'il y a 3 mois. Et il y a 3 mois, j'ai fait telle performance sur un chrono. Donc ça permet de valider ça aussi, d'avoir un parcours type, c'est important. Et après, ceux qui font vraiment de la compétition en chrono, il faut essayer de trouver un parcours qui ressemble plus à ce qu'on va trouver au chrono. Tu l'as dit, l'entraînement, il faut faire... plus on se rapproche de l'objectif, plus il faut faire des efforts qu'on va retrouver en course. Bah pour le chrono, c'est pareil. Avant l'étoile de Bessèges, par exemple, j'avais mon parcours type. Alors en version réduite, je faisais pas 15 ou 20 kills de chrono à bloc, ça faisait 7-8 km, mais même profil. Au début plat et une bosse très raide à la fin pour reproduire les mêmes efforts que j'allais avoir à Bessèges. Qu'est-ce que tu penses? Tu es maintenant consultant, directeur sportif, tu es aussi chef d'entreprise, mais en tant que directeur sportif, qu'est-ce que tu penses des simulateurs? Il y a de plus en plus d'algorithmes qui permettent de simuler des efforts en fonction des points GPS, etc. Est-ce que tu penses que c'est un outil à utiliser avec parcimonie? Ça devient très accessible maintenant, il suffit de payer un abonnement qui est souvent pas très cher. Ou est-ce que tu penses que notamment chez les jeunes, il faudrait mieux se concentrer un peu sur les fondamentaux avant? Non, alors moi je suis pas du tout pour ce système-là. D'ailleurs, Jumbo Visma, l'entraîneur, le dit lui-même. Je donne pas d'objectif de puissance aux coureurs dans certaines parties parce que des fois ils vont aller un peu plus vite dans la bosse, etc. Et chez les jeunes, c'est encore plus important. En fait, chez les jeunes, moi je serais même pour enlever le capteur de puissance sur les chronos ou alors le cacher parce que justement il y en a, ça les bride. Donc autant qu'ils apprennent leurs sensations, le chrono c'est avant tout une histoire de sensations. Les watts, on doit faire 400 watts, super. Si on n'a pas les sensations ou si au début on va trop vite, on va exploser de la même manière. Donc je suis plus pour les sensations chez les jeunes et après même chez les pros. J'aime pas donner des... Il y en a des coureurs qui te demandent « ça serait bien, tu peux me séquencer ça en partie de 5 km ». Je pense que tu as tout dit. Quand on arrive chez les pros, on se connaît déjà très bien et on peut se permettre de suivre des valeurs de puissance. Je pense que c'est là la partie où ton expérience va intéresser le plus, notamment les jeunes, c'est savoir sur quoi se focaliser si justement on met de côté la puissance. Toi qui as appris à travers le ski de fond à gérer un effort très intense pendant longtemps, on a parlé beaucoup de physique, mais il y a aussi le mental. Comment tu fais déjà pour rester concentré aussi longtemps? Est-ce que tu as un secret? Est-ce que tu prends les arbres les uns après les autres? Est-ce que c'est des choses qui reviennent souvent? Mais voilà, mentalement, comment on apprend à rester concentré aussi longtemps sans se perdre dans ses pensées? En fait, déjà, le chrono, ça part du matin au réveil jusqu'à une fois que la ligne est passée. Mais en fait, il faut avoir une routine. Moi, je dis toujours, il faut enlever les zones d'ombre. Le plus de zones d'ombre possible qui vont être enlevées, le mieux ça sera pour le coureur. Donc moi, depuis que je suis junior, j'avais la même routine. Je me levais, le même échauffement le matin, le même échauffement juste avant le chrono, je mangeais les mêmes choses, etc. Comme ça, tu sais que tant de temps avant, tu vas manger, tant de temps avant, tu montes sur ton home trainer, tant de temps avant ton départ, tu descends, tu vas faire vérifier ton vélo et tu pars. Ça, c'est la première chose. Et après, pendant ça te mettait dans un confort mental, le fait et puis de te ça dire me rassurait. que voilà, ça fait des années que je fais le ça. But de ça, ça marche. J'avais ma montre, tac, je savais, ok, 35 minutes avant mon départ, je monte sur le home trainer, je m'échauffe 20-25 minutes, je descends, je mets mes couches-chaussures, un peu comme la pub à Zidane, d'abord la chaussette droite, après la chaussette gauche. Moi, c'était le couche-chaussure droit, le couche-chaussure gauche, et après, tac, je partais au départ. Ça, c'est pour la partie échauffement. Et après, en course, moi, je mets bien, pendant la reconnaissance, me mettre des points de repère. Tu parlais des arbres, ça peut être un arbre, ça peut être un abri de bus, etc. Et c'était ok, jusqu'à cet arbre-là, comme un skieur d'ailleurs, mais pas de fond. Voilà, c'est nord de descente, et puis là, c'était dans l'autre sens. Donc, jusqu'en haut de la bosse, je me rappelle, là, il y a un petit abribus. Je peux aller à bloc, vraiment à bloc, parce qu'après, ça descend, j'aurais pas besoin de pédaler, je peux récupérer. À l'inverse, une bosse où en haut, c'est encore faux plat, là, c'est ok, jusqu'à l'abri de bus. Je monte bien, mais pas à bloc, parce qu'il va falloir que je puisse relancer en haut, parce que les écarts, ils se font pas dans les bosses, ils se font dans la relance au-dessus. Donc, des petites choses comme ça, et après, c'est le directeur sportif derrière qui donne les infos. Mais moi, je faisais beaucoup de visualisation. Je suis assez visuel, donc un tour de parcours et je prenais mes repères. Je connais bien la théorie, j'ai essayé aussi à l'époque, ça n'a pas marché sur moi, mais je me souviens d'une chose et je suis curieux de te poser la question. Alors, pour toi, est-ce que déjà la cadence, ça peut être un point sur lequel se focaliser? Et si oui, c'est quoi la cadence optimale dans un contrôle à montre? Alors, il n'y en a pas. Cadence optimale. Moi, je suis contre les gens qui disent il faut tourner à 100 tours, il faut tourner à 80 tours, etc. Ça dépend des gens. Moi, pour donner une idée, en moyenne, j'étais à peu près à 92-93 de cadence.
Et puis d'autres étaient à 100 tours et étaient bien meilleurs que moi. Ça, c'est assez personnel. Bien sûr, il faut pas tourner les jambes trop doucement parce que si c'est un chrono de 10 km, ça va passer. Mais s'il fait 50 km, au bout d'un moment, on va se cramer. Donc, il faut trouver sa cadence idéale. Mais si je prends très large, et entre 85 et 100, tout le monde va trouver sa cadence idéale entre 85 et 100. Pour un débutant, dans tous les cas, il vaut mieux cibler une cadence élevée parce qu'en général, c'est ce qui est au départ un peu contre nature. Mais c'est vrai qu'on voit des vraies écoles différentes entre les anciens pistards. On voit Benjamin Thomas qui est avec une cadence très élevée et qui est assez symptomatique de ça. Et à l'inverse, il y a des coureurs qui ont des cadences beaucoup plus faibles, mais ça reste, comme tu l'as dit, dans un 85 de cible. C'est ça. Mais en plus, plus on fatigue, plus on tire du braquet, moins on tourne les jambes. Donc c'est pour ça qu'au début, tu as raison, il faut essayer avec une cadence peut-être un peu plus élevée. Et avec la fatigue, de toute façon, la cadence, naturellement, elle va descendre et on va tomber en moyenne sur notre cadence de confort. On va parler de cadence, donc forcément, on va parler de puissance. On sait que c'est un facteur très important dans un contre-la-montre. Comment tu fais pour travailler ta puissance et pour faire en sorte qu'elle augmente un maximum dans la mesure de tes capacités? Alors, je vais répondre très large. En fait, il faut tout faire. Même pour le chrono, finalement, le sprint est important, l'endurance, bien sûr, et ce qui se rapproche le plus après, c'est les exercices au seuil. Mais qu'on travaille un peu de PMA, même si la PMA, on sait que c'est plus ou moins la puissance qu'on va tenir pendant 5 ou 6 minutes. Puissance maximale aérobie. Voilà. Donc, on va tenir en moyenne 5 à 6 minutes. Même si le chrono est plus long, travailler la PMA, en fait, ça va nous faire progresser en chrono, en fait. Et il faut faire des intensités. Mais après, ce qui se rapproche le plus du chrono, ça reste le seuil. Donc, une séance type, c'était le 5 x 5 minutes au seuil, par exemple, le 3 x 10 minutes, etc. En fait, c'est faire des efforts en position longtemps et surtout qu'en répétant les efforts, il n'y ait pas de baisse de puissance ou le moins possible. C'est normal qu'on fatigue un peu, mais c'est ça la clé, en fait. Par exemple, quand on faisait le 5 ou 6 x 5 minutes, on voyait tout de suite ceux qui avaient moins l'habitude parce qu'ils partaient beaucoup trop vite et ils avaient une grosse perte de puissance au dernier, et les spécialistes, c'était plus ou moins la même chose. Pour finir, Jérôme, parce qu'on a déjà pris pas mal de temps, j'aimerais qu'on finisse sur des questions méca, mais questions courtes, réponses courtes. Donc tu vas me dire toi ton sentiment, est-ce que tu choisirais plutôt pour un contre-la-montre? Donc si je te dis par exemple combo roue pleine, roue bâton, ou plutôt une roue avec un profil large à l'avant? Profil large à l'avant, parce que c'est plus maniable dans les descentes, si j'ai qu'un choix. Si ça tourne un petit peu, c'est plus maniable. L'aéro, il est un tout petit peu moins bon, mais potable. Donc roue haute à l'avant, roue pleine derrière. Position années 90, très profilée vers l'avant, ou position années 2020-22 avec un buste plat et relevé sur le prolongateur? J'ai fait les deux, j'étais très bas avant, je suis vieux, peut-être pas années 80 quand même, mais j'étais très bas avant et j'ai changé, donc plutôt maintenant années 2020 plus haut, parce qu'en fait c'est plus ça va mieux avec la morphologie des coureurs maintenant, et une position trop agressive, surtout dans les courses à étapes, des fois c'est dur le lendemain de reprendre un vélo classique. Donc les positions de maintenant sont les meilleures, je pense. Celle courte ou celle longue? Celle courte, il faut essayer de gagner quelques centimètres sur les codes de l'UCI, et ça permet d'être un peu plus en avant, et voilà, celle courte. T'as vu d'ailleurs que les codes de l'UCI vont légèrement évoluer à partir du 1er janvier. Bon, on va pas rentrer dans le détail, mais on a fait un épisode sur la position de contre-la-montre. Vous pouvez retrouver tout le détail dans cet épisode-là. Parlons de matériel justement, avec ton nouveau rôle de directeur sportif pour China Glory. Je crois savoir que tu vas être impliqué dans le développement des futurs vélos qui vont équiper l'équipe. Comment tu vis cette nouvelle expérience? C'est intéressant aussi. Ouais, c'est super intéressant. On part d'une feuille blanche, donc voilà, on donne un peu nos idées, les directeurs sportifs, les coureurs qui sont un peu spécialistes, on donne tous un peu nos idées là-dedans. Ils vont nous faire une première maquette et petit à petit on va le faire évoluer, mais c'est un super projet quand tu pars de rien et voilà, on commence à voir les maquettes qui arrivent, à quoi ça va ressembler. Après, il faudra voir s'il est efficace. Du coup, pour terminer, parce qu'il y a des thématiques qu'on n'a pas évoquées, mais que tout le monde veut savoir, disque ou patin? Maintenant, on est d'accord que tu n'as plus le choix. Ouais, maintenant, il n'y a plus le choix, donc la question se pose plus, mais j'aimerais pas être en chrono et entendre un petit sur mes disques quand je suis à 50 à l'heure, ce qui n'est plus le cas maintenant. Mais non, maintenant, ça marche bien, franchement. Autant au début, il y a eu 2-3 problèmes, maintenant, ça marche bien. Et question un peu plus encore, il y a encore une place au débat, tubeless, pneumatique avec chambre à air ou boyau? Alors moi, je suis pneumatique avec chambre à air. Maintenant, ils font les chambres à air en latex avec des très bons pneus. Je pense que c'est un bon combo. Alors à l'entraînement, moi je suis 100% pneus, peu importe performance ou pas, parce que j'ai déjà eu plein de galères en tubeless et tout ça. Donc entraînement, bien sûr, pneus. Mais même en course, maintenant, ça commence un peu à rattraper le boyau.
Mais mentalement, c'est pas facile pour les coureurs de dire je vais passer sur un pneu parce qu'on a l'impression que le boyau il siffle plus, etc. Ça roule plus vite, c'est des croyances. C'est les anciens qui pensent un petit peu ça. Mais bon, en tout cas, il y a de quoi développer un beau vélo. Donc forcément, vous travaillez avec une marque chinoise. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, c'est Pardus, la marque chinoise. Donc ils ont leur propre usine et voilà, ils fabriquent pour d'autres marques. Ils fabriquent des partie de vélo pour d'autres marques et très grosse usine en Chine. Donc nous c'est bien parce qu'on traite en direct avec eux. Donc dès qu'on fait remonter une information, il n'y a pas d'intermédiaire, ça arrive tout de suite aux ingénieurs de l'usine et ils travaillent tout de suite dessus. Voilà, la réactivité ça va très vite, ils sont très ouverts d'esprit, ils n'ont pas de vélo de chrono donc ils partent de zéro, mais même pour les vélos de route, on a Matteo par exemple qui a tout de suite parlé de son vélo aéro, tout de suite ils ont fait les modifs, clac et ça va très très vite. Donc ça c'est vraiment cool de travailler avec eux. Bon, super. Pour conclure, est-ce que tu aimerais rajouter un conseil et encourager les jeunes à se mettre contre la montre? Alors, je peux que les encourager à faire du chrono parce qu'en plus, que ça soit dans l'école, ça va les aider. Et puis, pour moi, c'est la plus belle des disciplines. C'est l'homme avec sa machine contre un chrono. Et ça, c'est la plus belle des disciplines, même si c'est la plus dure. C'est vrai, moi j'aimerais rajouter quelque chose d'un point de vue sécurité et tu vas pas me contredire j'imagine, rouler sur la route c'est déjà très compliqué, alors rouler avec un vélo chrono ça ajoute un risque parce que forcément quand on est sur les prolongateurs on est plus vulnérable, donc faites attention, c'est la raison pour laquelle j'ai bien aimé ce que tu as suggéré, c'est l'école de la piste et on a la chance en France d'avoir pas mal de vélodromes, donc n'hésitez pas à vous en rapprocher si vous voulez vous entraîner. Voilà, merci Jérôme en tout cas d'avoir partagé ton expérience, tes conseils et surtout moi je retiendrai rouler avec les lunettes à l'envers. Alors là, celle-là, on la garde. Eh oui. Bon, n'hésitez pas à partager, liker, dites-nous en commentaire si vous avez de bons conseils. Entre vous, souvent, vous êtes de bons conseils, donc partagez avec nous. Et puis, on n'hésitera pas à refaire un épisode sur cette thématique qui nous plaît. Salut!